Non, pédagogique, non. Le résultat est fait qu'il est pédagogique, mais au départ, c'est pas l'idée. Au départ, c'est juste prouver au grand public qu'il n'y a pas besoin d'avoir fait des études de l'art pour d'abord regarder un tableau, parce que parfois même ça, les gens en doutent. Ils disent ah, mais je ne vais pas comprendre, c'est un petit peu comme parfois avec la musique classique. Et surtout aussi montrer qu'on peut parler même d'art qui parfois est assez dur, avec légèreté, et faire passer un bon moment au public. Maintenant, ça c'était pour l'émission télé, mais vu que les livres sont les mêmes, les textes sont les mêmes, que ce soit dans le livre ou dans l'émission. Après, c'est vrai que petit à petit, on s'est rendu compte, oui, qu'il avait une portée pédagogique, car notamment, on est dans tous les collèges, dans toutes les bibliothèques, les CDI. Lors de mes conférences, j'ai souvent des enseignants qui viennent. Et quand on a fait le Dardar pour les enfants, là, d'autant plus parce que les gens viennent nous voir en disant voilà, il prend son livre, il va au musée. Ça, on va dire ça a une portée, mais ce n'était pas l'idée de départ. Bien entendu, je ne sais pas si vous êtes allé le voir au Louvre, mais il est tout petit. Hein, évidemment, quand on le voit en télé, on voit la taille, puisque à côté, en revanche, dans un livre, la photo, il est tout petit. Et surtout, il nous suit. J'ai fait une visite du Louvre à la Dardar avec des enfants de CM2 à l'époque, et ils étaient très très impressionnés par les yeux. Et de toute façon, la connaissance, pas uniquement en art, n'a jamais réduit nos peurs, parce que même si aujourd'hui on sait que les souris et les rats ne naissent pas sur les bateaux dans le linge sale, on continue quand même à avoir peur de souris. Enfin, je parle de moi. Non, je ne pense pas, non. Non, au contraire, parce que l'art est là, d'abord pour agrémenter la vue, on va dire, et ensuite, en général, pour délivrer un message. Donc s'il est fait d'énigmes, comment délivrer ce message? Non, ce que j'expliquais hier lors de ma rencontre, c'est que nous n'avons pas toujours les codes de l'art ancien, alors que nous avons les codes de l'art contemporain sans nous en rendre compte. Mais bien sûr, pour certaines personnes, il faut aller chercher. Mais non, c'est pas fait pour être énigmatique. Ça peut être interrogatif, mais c'est pas le but, en tout cas pas l'art. Certaines œuvres d'art, oui, mais pas l'art en général. J'ai eu ma première émotion devant une œuvre, j'avais 4 ans à peu près, c'était une lithographie de Kandinsky, composition 5, qui était derrière le bureau de mon père. Et j'ai regardé ça, j'ai trouvé ça beau et je me suis dit, je suis sûr que ça raconte quelque chose. Il s'agit bien entendu d'une œuvre abstraite. J'ai senti, il y a eu une émotion, c'est le but des œuvres de Kandinsky, c'est de rendre la peinture aussi abstraite que la musique et pourtant de transmettre une émotion. Lorsqu'on écoute les 4 saisons de Vivaldi, même si on ne sait pas que ce sont les 4 saisons de Vivaldi, on comprend, oui, il y a un moment c'est léger, c'est gai, c'est l'été. C'est la même chose devant les nymphéas, parce que Kandinsky a eu l'idée de l'art abstrait en voyant, pas les nymphéas, mais les meules de Monet lors d'une exposition à Moscou, et il a été obligé de regarder le cartel, donc le titre, pour comprendre ce qu'il avait sous les yeux. Et là, il a eu le déclic, il s'est dit voilà, l'art abstrait, c'est ça en fait, c'est quelque chose, je ressens quelque chose, je suis attiré, je ne sais pas exactement ce que c'est. Et donc il en arrivera. Et donc moi, c'est ma première émotion, c'est devant un Kandinsky. Et la deuxième fois, c'est pour ça que je parlais des deux, c'était alors la première fois que j'ai vu une nymphéa, j'avais 5 ans. Et là, j'ai compris qu'effectivement, ça racontait quelque chose, parce que là, j'ai vu les saisons, j'ai compris qu'il y avait la plus de lumière. Et je dis oui, t'avais pas tort, oui. Et ces choses-là, ça peut en plus être intelligent. Et à partir de là, je crois que l'art a fait partie de ma vie, mais comme la littérature en fait partie, comme le cinéma. Et j'ai ouvert une galerie d'art dans les années 90, mais jusque-là, je n'avais pas travaillé avec l'art. Ensuite, je n'ai plus travaillé avec l'art. Et Dardar est né en 2002, où là, je suis revenu à travailler avec l'art.
bien entendu. De toute façon, le but de Dardar n'est pas de dire si c'est un chef-d'œuvre ou c'est pas un, n'est pas non plus de dire si c'est beau ou c'est pas beau, puisque moi je suis kantienne, donc pour moi l'art est la belle représentation d'une chose, mais pour d'autres ce n'est pas le cas, il n'y a pas besoin de beauté, pour moi c'est important, et dans tous les cas il y a besoin d'émotion. Cette émotion peut être de rejet aussi, mais il y a énormément d'œuvres que je n'aime pas du tout. Il y en a d'autres que j'adore, il y en a qui m'indiffèrent totalement, il y en a que je ne considère pas toujours non plus comme des œuvres d'art, mais ça ne rentre pas en ligne de compte. Maintenant, comme je viens de le dire, quand il y a un Monet dans Dardar, il y en a eu beaucoup, oui, bien sûr, ça me touche parce que c'est Monet. S'il y a un Kandinsky aussi, mais il y a aussi des artistes contemporains que j'adore. Et là, vraiment, je suis contente. C'est le cas de Philippe Cognier, un artiste que j'aime énormément. J'étais très heureuse de pouvoir le mettre dans Dardar, donc le présenter au grand public. Mais ça arrive aussi, je ne citerai pas de nom lorsque ce sont des artistes contemporains. Normalement, je peux le faire pour des artistes morts depuis très longtemps. Il y a des artistes, il y a un art allemand que je n'aime pas du tout, et j'ai pourtant parlé de Patinir. Enfin, j'aime pas, ça ne me touche pas, j'ai pas d'émotion devant. Mais c'est passionnant. Regardez, il y a quelque chose toujours. Non, je pense que ce qui change, c'est qu'aujourd'hui, on voudrait faire croire que l'art, justement, n'est plus la belle représentation d'une chose. Et c'est ça que je trouve dommage. Voilà, moi, je trouve important, et c'est aussi à ça que nous œuvrons dans Dardar, c'est de rappeler au grand public que l'art contemporain ne se résume pas à l'art conceptuel, qu'on continue aujourd'hui à peindre ou à sculpter, ou même de l'art conceptuel où il y a un savoir-faire. Hier, je parlais du crâne de Damien Hirst, pour l'amour de Dieu. C'est pas un crâne humain, c'est la réplique d'un crâne humain qu'il a acheté, qui a été sculpté par un sculpteur, donc il y a un savoir-faire, qui a été incrusté de diamants pour une valeur de 1026 carats, certes, mais incrusté de diamants taillés par des grands joailliers londoniens. Donc là aussi, ce sont des artisans. Donc il y a un savoir-faire, donc il y a œuvre d'art, et il y a belle représentation des choses. Après, quand il met des requins dans le formol, on peut se poser des questions. Mais là, on est dans la vanité, et on ne se posait pas du tout de questions lorsque dans une nature morte au XVe siècle, on mettait un poulet avec les entrailles dehors. On ne le mangeait pas, parce qu'il était resté 3 ou 4 jours à poser pour être représenté. Et il était là en tant que vanité à nous rappeler que oui, rappelle-toi que tu dois mourir. Donc c'est la même chose maintenant. Et puis c'est beau quand on passe un requin coupé en deux dans le formol avec les jeux de lumière, on peut y trouver aussi un aspect visuel agréable à la rétine. Il y a des gens qui vont trouver ça beau, d'autres pas. Donc je pense pas que ça change, je veux juste qu'on l'entende rappeler, mais je comprends très bien qu'on préfère une œuvre de Fabrice Hibert à une œuvre de Philippe Cognier. Moi je préfère une œuvre de Philippe Cognier par exemple de Fabrice Hibert, mais heureusement aussi que l'art, il est d'abord et avant tout fait pour que chacun ait son ressenti, son émotion. Nous, encore une fois, on n'est pas là pour dire c'est bien, c'est pas bien, on est juste là pour montrer que parfois, peut-être que vous n'avez pas vu ça, ou peut-être que vous ne saviez pas ça. C'est tout. Ça, lorsque les restaurations sont décriées, il s'agit en général de batailles de clochers entre des écoles non pas les restaurateurs, mais souvent entre historiens d'art. Et c'est assez fréquemment parce que tel musée va dire « Ah oui, mais ça c'est pas non ». Donc ça a été le cas pour le Sainte-Anne de Vinci. Moi je ne l'ai pas vu depuis sa restauration, on l'a tourné bien avant. Mais des personnes qui ont dit qu'il était magnifique et lumineux. Je crois que ça c'est vraiment... C'est exactement la même chose que pour les traductions en littérature. Il y a des personnes qui... mais là aussi, c'est personnel. Il faut savoir de toute façon, quoi qu'il arrive, elle va à nouveau s'encrasser. Et donc, elle va retrouver sa pâleur pour certains, elle va perdre son brillant. Mais c'est comme une traduction. Moi, je choisis
les traducteurs de cette œuvre parce que j'apprécie plus leur façon de traduire. Là, c'est pas. Mais c'est pas, ça arrive de temps en temps, mais c'est pas non plus tous les jours. Et ce que j'aime pas, c'est que c'est fait. Alors le grand public imagine que ce sont les restaurateurs qui n'ont pas bien travaillé, ce n'est pas le cas. C'est encore une fois, c'est entre historiens de l'art. Et si c'est une œuvre qui est en musée, on est dans les histoires. C'est un petit peu comme entre deux villes qui sont voisines et les deux mères ne s'entendent pas, donc on va discuter. Après, si c'est un particulier, j'ai jamais entendu parler de particulier qui se soit plaint d'une restauration d'une de leurs œuvres. C'est ça que je veux dire. Donc c'est pas, c'est presque de la politique interne, quoi. Donc c'est pas. Enfin, encore une fois, le Sainte-Anne, je ne l'ai pas vu. Quand je verrai, on va dire, mais je l'ai pas vu.